Il faut être naïf pour croire que la France vient comme ça, par pitié, faire mourir 53 de ses fils pour nous, le Sahel. Ce n'est pas comme ça. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La sécurité au Sahel, voilà qui sera au centre de notre entretien avec monsieur Gali Kadir Abdelkader. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci, monsieur Gali Kadir. Très heureux de vous savoir encore nombreux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Et vous avez bien fait de choisir TEDR TV. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur TEDR TV, soyez donc les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Alors, monsieur Gali Kadir, vous le savez comme moi, plus rien ne va entre le Mali et la France. Ainsi, le Mali a demandé à la France de retirer ses troupes sans condition, sans délai. La France va les retirer, mais elle va les redéployer dans le Sahel, notamment au Niger, en attendant qu'elles partent, bien entendu, du Mali. Une idée qui ne semble pas passer dans un certain milieu, c'est le cas du patron de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, qui estime que ce n'est pas une bonne idée, les troupes étrangères sur le sol africain. Du côté du Niger, les voix aussi s'élèvent, qui craignent bien entendu un regain de violence. C'est le cas bien entendu de Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen que vous devez connaître, qui a déclaré que c'est un risque que le régime prend en acceptant ce redéploiement sur son sol. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. D'abord, précisons et cadrons les choses. Les troupes françaises ne sont pas venues au Mali parce que la France a décidé de venir au Mali. Les troupes françaises sont venues au Mali parce que le Mali a demandé à la France de venir à son secours. La France, le Niger, le Tchad sont venus au secours du Mali pour bloquer la progression des djihadistes. C'était l'opération Serval. Nous sommes en 2012. En 2022, le régime malien demande à la France de partir. C'est son droit. La France dit qu'elle va partir. Mais la lutte contre le terrorisme n'est pas finie. Et le départ des troupes françaises risque de créer un vide. Donc, nous commençons à voir les conséquences. Hier, plus de 500 civils ont été froidement assassinés. C'est l'une des conséquences. Maintenant, dans le cadre du redéploiement, le Niger, qui a un accord de coopération avec la France, a décidé d'accueillir une partie du redéploiement de Barkhane. C'est comme ça que les choses se passent et je pense que c'est comme ça qu'il faut les analyser. Maintenant, monsieur Gali, vous avez dit le Niger a accepté que soient redéployées sur son sol les troupes Barkhane. Est-ce que c'est déjà accepté, voté au niveau de l'Assemblée? Parce que entre-temps, le gouvernement nigérien avait dit que ce redéploiement serait conditionné par le vote à l'Assemblée nationale. Ça a été déjà fait? Ce n'est pas encore acté.
vous savez, il y a une procédure. La première procédure, c'est le gouvernement qui demande que cela soit acté. Donc, premièrement, le gouvernement a pris la décision, suite à la demande du président de la République, de soumettre au vote de l'Assemblée nationale. Et il a demandé au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement. Si l'Assemblée nationale, qui regroupe les élus du peuple, émet un vote négatif, c'est tout le gouvernement qui va chuter. Mais il faut s'entendre sur qu'est-ce que Barkhane ou qu'est-ce qui va être l'objet de la coopération entre le Niger et la France sur cette question. Le Niger est clair. Ce ne sont pas les Français qui vont venir se battre à la place des Nigériens. Ce sont les Nigériens qui se battent sur les 4 fronts de guerre sur lesquels nous sommes depuis 2012. Frontière libyenne, frontière nigériane, donc le bassin du lac Tchad, frontière malienne et frontière burkinabé. Ce sont les Nigériens qui se battent. Ces Nigériens-là et leur armée et leur gouvernement ont un accord, Barkhane ou pas Barkhane, ils ont un accord de coopération. Il n'y a pas d'accord de défense. Le Niger n'a accord de défense avec personne. C'est un accord de coopération pour appuyer l'armée du Niger sur ce qu'elle n'a pas. C'est quoi, par exemple, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Voilà. Ce qu'elle n'a pas, c'est la logistique et le renseignement. Le Niger n'a pas les moyens de renseignement électronique. Le Niger n'a pas encore de drone. Donc, il va passer un accord de coopération selon ce que l'Assemblée nationale certainement décidera, quelles sont les limites, pour pouvoir bénéficier des drones, des moyens de renseignement et de la formation. Monsieur Gali, permettez, Monsieur Gali Kadir, permettez un instant, juste une question. Je termine. Permettez. Je termine. Notre armée a besoin de formation de force spéciale. Elle n'en avait pas. Est-ce que vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé au Mali? Vous avez rappelé que la France n'est pas venue d'elle-même au Mali. Elle avait été appelée par le gouvernement malien. Mais nous savons également que dans cet accord, il était juste question des renseignements militaires qui devaient permettre aux troupes maliennes de se mouvoir au sol. Curieusement, après, on a constaté que finalement, les soldats français étaient au sol en train de combattre durant 9 ans. Est-ce que vous ne craignez pas que l'accord que va signer le Niger avec la France puisse glisser comme au Mali? Parce que là aussi, vous avez dit, ce ne sont pas les soldats français qui seront sur le terrain pour aller combattre, mais c'est pour, en fait, le renforcement matériel, comme vous l'avez expliqué, la technologie et autres. Vous ne craignez pas que ça puisse glisser comme au Mali? C'est curieux lorsque on veut recommencer l'histoire. On tombe dans le domaine de la caricature. Les troupes servales qui étaient composées de Français, de Nigériens et de Tchadiens sont venus au Tchad. Ils ont combattu. Elles ont libéré Gao. Elles ont libéré Tombouctou. Elles ont déniché les combattants djihadistes dans les montagnes de l'Adra des Ifogas. Le Tchad a payé un lourd tribut pour
libérer notre pays frère, le Mali. Maintenant, nous apprenons depuis un mois, dans le cadre d'une polémique dans laquelle je ne rentrerai pas, que les troupes françaises ne seraient pas venues pour combattre. Bon. Le Mali est libre, mais la question qui m'est adressée... Non, je parle de l'accord au départ, hein, l'accord de défense qu'ils avaient au départ, c'était sur les renseignements, et ça a été belle fois rappelé. C'est ce que le Premier ministre malien, M. Choguel Maïga, a répété et à plusieurs reprises depuis 2 mois. Maintenant, ce que d'ailleurs la France n'a pas démenti, en fait. Je suis d'accord, elle n'a pas démenti. Mais il n'a pas démenti que la France a combattu pour libérer Gao, pour libérer Tombouctou. OK. Maintenant, est-ce que le Niger a tiré le son? Je vous dis ceci. Le Niger, par la voix de son président, a dit au cours de différents sommets et publiquement que le Niger va passer des accords de coopération pour bénéficier de renseignements, de formation et de logistique. Donc, à partir du moment où ça va être cadré par le vote du Parlement, représentation nationale, et à partir du moment où vous avez tout à l'heure cité un acteur de la société civile, donc à partir du moment où on a une société civile qui veille, je pense qu'elle va veiller pour que ça ne déborde pas. Voilà. Et je ne crois pas que la France ait un intérêt particulier. La France n'a plus d'intérêt au Niger, tel qu'on l'avait connu dans les années antérieures, notamment au moment de ce qu'on a appelé la guerre froide. Je fais une parenthèse. J'ai dit, le Niger va demander l'appui de la France parce qu'il n'a pas de drone. Il y a moins d'1 mois, le président de la République s'est rendu en Turquie et il va équiper notre armée en drones, les mêmes drones turcs qui sont en train d'être utilisés par les Ukrainiens. On va certainement renforcer notre flotte par des hélicoptères et des formations. Des appels au recrutement de 200 ingénieurs pour l'armée de l'air ont été lancés. Donc, ça veut dire qu'on prend les dispositions pour nous assumer nous-mêmes. Et cela pourra durer combien de temps, cet accord avec la France? Ça pourra durer combien de temps? Je ne peux pas le dire parce que il y a souvent des éléments qui relèvent du secret militaire. Mais le Niger étant un pays démocratique, ça va être cadré par le Parlement. Le Parlement, c'est la représentation du peuple. Le Niger étant un pays démocratique, n'importe quel citoyen pourra renvoyer au gouvernement tout manquement par rapport à toute forme de décision, que ce soit celle qui concerne des accords de coopération, que ce soit leur contenu, que ce soit leur durée. Donc, au stade actuel, je suis dans l'incapacité de vous dire combien ça va durer. Mais faites très attention. Faites très attention. Oui, mais en faisant attention, monsieur Gallier. Je vous en prie, oui. Permettez-moi, faites très attention. Quand on parle que les forces françaises sont au Mali et qu'elles vont partir, oui, mais n'oublions pas une chose. Pourquoi personne ne parle de la MINUSMA? La MINUSMA, elle est au Mali. Et qu'est-ce qu'elle fait? Justement, elle ne fait rien. Elle se contente. Oui, mais le problème, lorsque vous parlez de la MINUSMA, c'est parce qu'elle a été supplantée, évidemment, par les troupes françaises. On ne parlait même plus de la MINUSMA, malheureusement. Attendez, oui.
c'est la mission des Nations Unies pour le Mali. Donc, elle est là, elle a des armes, elle a des munitions, elle a des troupes. Mais elle est seulement sur la défensive. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'attaque pas, elle ne bouge pas. Donc, les djihadistes peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'elle n'attaque pas la MINUSMA ne bouge pas. Et ça, personne n'en parle. Voilà. Oui, mais évidemment, la question qui s'imposait, c'est de savoir, bien entendu. On a la MINUSMA. OK. De l'autre côté, on avait les troupes françaises. Finalement, les deux sur le sol malien, à quoi ça ressemblait finalement? Il faut demander à l'armée malienne. Vous comprenez? L'armée malienne, c'est pour ça que je dis, quand on veut reconstituer l'histoire et la refabriquer. Non, mais la question que vous posez, monsieur Kadir, la question que vous posez, il faut poser la question. Vous me dites à moi de poser la question à l'armée malienne. On ne peut pas poser la question à l'armée malienne parce que c'est la question qu'on a voulu poser à l'armée malienne qui a déjà répondu en prenant ses responsabilités, ce que aujourd'hui la communauté internationale, entre guillemets, n'apprécie pas parce que qui a fait venir en fait les troupes françaises? Et 9 ans après, on a constaté, et vous n'êtes pas sans ignorer, monsieur Gali, je vais terminer ma question, permettez, 9 ans après, donc depuis 2013 jusqu'à 2021, le constat fait, c'est que lorsque les troupes françaises arrivent au Mali, le Mali est occupé à 10%, 9 ans après, il est occupé à 90%. Alors, on se pose donc la question de savoir à quoi ont servi ces troupes françaises au Mali. Voilà raison pour laquelle, moi j'estime, je peux me tromper, mais raison pour laquelle les soldats se sont dit, écoutez, on prend nos responsabilités en main parce qu'on ne comprend rien de ce qui se passe exactement. L'armée malienne a pris ses responsabilités. Oui. Je l'en félicite, vous comprenez? Je l'en félicite. Mais ce que j'attends, moi, de l'armée malienne, c'est que dans le cadre de cette prise de responsabilité, qu'elle avance vers la frontière nigérienne. Parce que, pas plus tard qu'avant-hier, 12 000 Maliens ont fui vers le Niger. 12 000 ont fui vers le Niger. C'est documenté par le HCR. C'est documenté par les Nations Unies. Et ils viennent s'ajouter aux 70 000 Maliens que nous recueillons et que nous assistons. Et parce que justement, et c'est pour ça, nous, on est pressés que l'armée malienne prenne ses responsabilités. On est pressés, parce que notre point faible, les attaques que subit notre armée, elles viennent du Mali. C'est là-bas que se regroupent les terroristes sur leurs motos et ils viennent à l'assaut de nos camps. Et ces terroristes ont maintenant changé de stratégie. Ils n'attaquent plus directement l'armée, ils attaquent les populations. Et avant-hier, là c'est un conflit qui a opposé. D'un côté, le CSP, c'est le regroupement des Maliens armés qui sont en négociation avec leur propre gouvernement dans le cadre de ce qu'eux appellent l'accord d'Alger. Et ils sont en conflit armé avec AQMI du Mali. Oui, mais ma question est de savoir, parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'armée malienne puisse avancer. OK, bon, vous avez raison, peut-être de vouloir toucher du doigt les réalités, sinon les victoires, j'allais dire, remportées par l'armée malienne. Pourtant, il y a à peine 2 jours de cela, je suivais sur Vox Africa un reportage magazine réalisé par Jules Donche, vous devez le connaître, sur Vox Africa, qui est allé au cœur même de la ville de Nyono, où il a fait un reportage démontrant qu'il y a 1 mois de cela, 2 mois de cela, les gens ne pouvaient plus circuler tel qu'il l'a fait, lui. Ça a été au moins rapporté et c'est vérifiable. OK, mais ça, c'est un fait. Mais en plus, ma question est de savoir en quoi le Mali est-il responsable? J'ai vu ce reportage d'il y a 1 mois. Je l'ai vu. Attendez, je l'ai vu. Mais moi, je ne parle pas d'il y a 1 mois.
Non, le reportage, il est passé. Non, le reportage, il est passé la semaine dernière. Oui, ça je l'ai vu. Pas un mois. Oui. Vous savez, vous dites. Et qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce reportage? Que pensez-vous d'abord, Monsieur Gali, s'il vous plaît? Que pensez-vous d'abord de ce reportage? Est-ce que les éléments qui ont été reportés sont vrais ou faux? Y a-t-il une avancée ou non sur le terrain? Regardez, dans toute démarche, il faut être honnête. Voilà un journaliste qui a montré des images où il a circulé sous la protection de l'armée pour montrer que l'armée malienne est capable de se déployer dans cet endroit-là. Ce qu'elle ne pouvait pas bien avant. Ce qu'elle ne pouvait plus il y a un mois, 2 mois. Reconnaissez cela de même. Non, oui. Donc, je ne peux pas dire qu'il ment ou que c'est faux, puisque c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que l'armée malienne vienne jusqu'à la frontière du Niger. Ça évitera ce que vivent les populations maliennes et ce que vivent les populations nigériennes. Mais je crois que vous le savez très bien, Monsieur Gali Kadir, vous le savez très bien que Paris n'a pas été construit en un jour. C'est une opération qui va se mener dans le temps. La preuve, c'est que la France est restée, les troupes françaises sont restées là pendant 9 ans. On n'a pas exigé ce genre de résultats qui, aujourd'hui, c'est quand même des résultats spectaculaires que l'armée malienne est en train de remporter. Qu'il y ait encore des accrochages au niveau des frontières, ça se comprend, mais c'est un problème de temps. Il faut laisser le temps à cette armée de faire le travail avant de le juger, de la juger plutôt. Premièrement, moi, je n'attends rien de la France. Je n'attends pas que la France se batte pour le Mali. OK. Et je dis, je me félicite que l'armée malienne prenne ses responsabilités et je souhaite qu'elle avance. C'est ce que j'ai dit. Elle est en train d'avancer. Elle est en train d'avancer. Par contre, la responsabilité sur les djihadistes qui viennent vers vous n'êtes pas l'armée malienne. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Voilà, vous n'êtes pas l'armée malienne. Donc, faites comme moi, dans l'humilité, émettez un vœu, comme moi je l'émets. Souhaitons que ça arrive, et le plus tôt sera le mieux. Donc, je n'attends rien, moi, que de l'armée française. J'ai dit, tout, c'est l'armée nigérienne qui va le faire sur le sol nigérien, et je souhaite que l'armée malienne le fasse sur le sol malien. Donc, pour ça, je n'ai pas de problème et personne ne doit avoir de problème par rapport à ça. Et je dis, plus vite ça sera fait, moins on aura les dégâts que nous avons. Mais lorsque vous dites plus vite, à quoi vous pensez? C'est-à-dire, c'est une opération de 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, alors que, évidemment, depuis que les nouvelles autorités maliennes sont là, elles ont quand même remporté plusieurs victoires sur le terrain et nous sommes en train de le lire, de voir les reportages, les communications presque chaque semaine. Maintenant, le problème, c'est comme j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas leur laisser le temps, parce que c'est une priorité aujourd'hui pour les autorités maliennes, la sécurité d'abord, ce qui retarde d'ailleurs la transition. Parce que pour les nouvelles autorités, je répète, c'est d'abord la sécurité, avant tout. Vous le dites en riant, mais je vais quand même vous répondre. Moi, je ne vais pas faire à la place de la France le bilan de ce qu'elle a fait au Mali. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas demandé à la France de venir au Mali. Le Mali lui a dit de partir, elle va partir. Je vous ai dit les conditions par rapport auxquelles elle va apporter son appui au Niger. C'est tout. Maintenant, vous ne craignez pas, vous ne craignez pas. J'arrive. Attendez. Je vous en prie, monsieur Gali. En tout cas, on a tout le temps, monsieur Gali. Quand vous parlez du nouveau gouvernement, attendez. Quand vous parlez du nouveau gouvernement, même vous souriez. OK?
Non, ce n'est pas un sourire tel que vous le pensez. S'il vous plaît, le temps qu'il demande, il s'est engagé auprès de la CEDEAO pour faire des élections le 27 février. Oui. Il ne l'a pas fait. Et il demande 4 ans supplémentaires. Alors, c'est le rôle de l'armée de gérer un pays ou bien c'est le rôle des autorités politiques de gérer un pays, y compris de déclarer la notion de priorité nationale. C'est à l'armée de le faire, à des putschistes, ou bien non, mais M. Galli, vous ignorez... Ou bien un gouvernement élu démocratiquement. Oui, mais M. Galli... C'est ça la question à laquelle vous devez répondre. Non, ce ne sont pas les militaires qui ont voulu étendre leur transition à 4 ans. Il y a eu des assises nationales où tout le monde a participé. Ce sont là les résolutions de ces assises. C'est aussi une forme d'expression populaire. La seule expression populaire légale, c'est lorsque ça s'appuie sur une constitution. Lorsque n'importe quelle activité ne s'appuie pas sur une constitution, c'est-à-dire des règles du jeu qui déterminent le rôle de chacun, y compris celui de l'armée, nous sommes dans l'incertitude du lendemain par rapport notamment aux libertés. Maintenant, quand on dit la junte a réuni des assises nationales et qu'elle a même été approuvée par la population. Vous êtes au courant de la dernière déclaration de l'imam Dicko? Il a dit que cette junte ment. C'est pas alors, moi. Si cette junte ment, nous avons vu la démonstration de force. Oui. Comment elle a appelé la population qui a participé à un meeting. On a vu quand même près de beaucoup de millions des Maliens qui sont venus. Ça a été une bonne démonstration de force. Ça, c'est pas l'expression populaire. En quoi il y a des mensonges là-dedans? C'est l'imam Dicko qui l'a dit. Et oui, ça, c'est son point de vue. Mais c'est normal, il peut être un opposant, il est libre de dire ce qu'il pense. Pourquoi vous m'interrompez? Vous me posez une question. C'est une interview ou une polémique? Interview, oui, monsieur Galli, c'est une interview. Alors, si c'est une interview, les questions, c'est vous. Les réponses, c'est moi, même si elles sont mauvaises. Je vous en prie, allez-y. On est d'accord? L'imam Dicko, avant la junte, il réunit plus de personnes que ça. Ils n'ont qu'à lui céder le pouvoir. Pourquoi la junte ne lui cède pas le pouvoir si c'est popularité pour popularité? Ce n'est pas comme ça qu'on installe un système démocratique. On installe un système démocratique par le jeu des élections. Et c'est ce que la junte fait. Monsieur Galli, permettez que je vous arrête un instant. Pour vous, la démocratie s'arrête au niveau des élections, simplement ça. Et vous pensez qu'il peut y avoir des élections transparentes, libres, claires, aussi fiables, sans sécurité? Vous le croyez? Vraiment, vous pensez qu'il y a élection sans sécurité dans un pays? Et comment feront les populations qui vivent dans ces contrées qui sont occupées là? Comment vont-ils aller au vote? Lesquels vont s'exprimer? Je vous ai rappelé, monsieur Galli, qu'aujourd'hui, le Mali est occupé à 80%. Alors, toutes ces populations qui vivent dans ces zones-là, le 80%, n'iront pas au vote. Quelle sera la crédibilité de ce scrutin, j'allais dire? Alors, je vous repose la question, puisque vous êtes dans les secrets de la junte, de ses orientations et de son calendrier. Alors, dites-moi, quand va-t-elle libérer les 90% de son territoire? Elle s'est donné 4 ans. Elle s'est donné 4 ans pour le faire. OK. Et croyez-vous que le CSP est d'accord avec les 4 ans? Croyez-vous que la frange Imam Dicko est d'accord avec les 4 ans? Croyez-vous que le parti de IBK est d'accord avec les 4 ans? Donc, ce n'est pas à moi de répondre. C'est aux Maliens. Et la seule manière de répondre, c'est d'ouvrir le débat sur quelles sont les perspectives, y compris en matière de sécurité et de dévolution du pouvoir. Et non pas. Mais n'est-ce pas ce qui a été traité lors des assises, non? C'est de cela qu'on a traité, de tout cela qu'on a traité aux assises. Les assises, OK. N'importe qui peut organiser des assises. Même le légionnaire français qui a pris la Guinée,
OK, lui aussi, il peut organiser des assises. Lui aussi, il peut organiser les élections. Oui. Sur lesquelles vous tenez. Il doit organiser des élections pour s'en aller. Il doit organiser des sélections pour s'en aller. Non, attendez. Non, il faut qu'on s'accorde, M. Galli. Est-ce qu'on peut s'accorder, M. Galli? Les nouvelles autorités maliennes n'ont pas refusé d'organiser les élections. Elles se sont dit, écoutez, on va sur 4 ans, le temps de libérer le Mali, de sécuriser le Mali, pour qu'il y ait une élection transparente à tous les niveaux, sur tout le territoire malien, et non dans une frange, une partie du Mali. Et là, les résultats, comme je vous ai dit, si on le fait comme ça, tel que vous le souhaitez, ben les résultats ne seront jamais fiables. Combien de fois on a organisé les élections au Mali? Il y a toujours eu les élections, mais après, ça donnait quoi au niveau sécuritaire? J'ai entendu votre plaidoyer pour la durée de la transition et du calendrier décidé par la junte. OK. Bon, elle ne le tiendra pas. Je ne suis pas un prophète, mais je vous le dis. Le Mali est dans un contexte international et avant les putschistes, OK, les autorités démocratiques maliennes ont signé des règles du jeu. Et ces règles-là sont en train de rattraper la junte. Donc, ça ne sert à rien. Vous ne posez pas de questions. Vous ne croyez pas. Comme quoi, vous ne croyez pas aux résultats obtenus par l'armée malienne maintenant là sur le terrain. Vous ne croyez pas cela? Non. Vous savez, en tant que journaliste, vous ne devez croire qu'aux sources indépendantes. Le reportage dont vous parlez, je ne sais pas si vous avez saisi la nuance lorsque je vous ai dit que j'ai vu ce journaliste entouré par des militaires et escorté par des militaires. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la vraie vérité, c'est lorsque ce sont des sources indépendantes. Et ce que disent les sources indépendantes, c'est-à-dire les Nations Unies et Amnesty International. Et vous pensez que ce sont là les sources indépendantes? Bon, si vous ne pensez pas que ce sont des sources indépendantes, prenons au moins en compte l'information qu'elles ont délivrée. Elles ont dit que Wagner, OK, commet des exactions contre les populations maliennes. Oui, mais en donnant cette information, puisque vous en parlez, M. Galli, pardon, permettez, il y a un élément que je vais entrer par là, avant que je ne perde l'idée. Pendant que vous parlez de Wagner, les exactions dont vous faites état, M. Galli, les exactions dont vous faites état, ont été rapportées par qui exactement? Mais parce que moi, j'ai suivi le chef d'état-major. J'ai suivi le chef d'état-major militaire malien dire que ce reportage a été réalisé sans que les reporters ne se rapprochent de nous. Je sais que vous êtes dans le secret de l'état-major de la junte malienne, mais ça a été rapporté par l'Union africaine. Qui joue le jeu de... Les Nations Unies et Amnesty International. Moi, c'est de ces sources-là que je parle. Et vous avez confiance en ces sources? Vous parlez de l'état-major. Donc, vous parlez, pardon? Vous prenez ces sources-là pour les sources de confiance, c'est cela? Ce sont des sources indépendantes de l'État malien et vous me parlez de l'état-major malien. Oui, mais parce que le chef de l'état-major malien, en fait, militaire malien, a bien dit que je prends à témoin. Il a lancé un appel pour dire aucun média ne s'est rapproché de lui. Alors, s'il est en train de mentir, que ces médias viennent dire qu'ils se sont rapprochés de lui. Or, on ne peut pas faire, ça au moins c'est dans le cadre de mon travail, on ne peut pas faire un tel reportage sans se rapprocher, par exemple, de l'entité qui est incriminée. C'est impossible. C'est pour les raisons d'équilibre d'information. Pourquoi ces reporters-là ne sont pas allés voir le chef d'état-major militaire malien? Vous pouvez répondre, monsieur. S'il vous plaît, ce n'est pas pour vous apprendre votre métier, mais jetez un coup d'œil sur le site de RFI. Mais RFI, c'est la radio France Internationale. Non, mais c'est une radio. France Internationale. Attendez. RFI
à rapporter l'information sur les massacres dont je vous ai parlé, dont sont victimes les populations. Elle dit, c'est écrit, c'est pas moi, vous pouvez vérifier. Elle dit qu'elle a interrogé les autorités maliennes, elles n'ont pas jugé nécessaire de répondre. La réponse a été donnée par le chef de l'état-major Moi, je vous militaire parle de malien. sources indépendantes. Pardon? Non, mais RFI, c'est une radio partisane, à ce que je sache. France 24, c'est pareil. Ça, vous ne direz pas le contraire. Ce sont là les médias, c'est la branche informationnelle de la... Répétez. Non, mais ce que je vous dis est vérifiable. Vous pouvez le vérifier. Ces médias je sais avant vous, sont sous contrôle du gouvernement français. RFI est la radio du ministère des Affaires étrangères. Bien sûr. Et vous voulez que ces médias-là vous rapportent quelque chose d'impartial alors qu'ils ont ce même ministère a des sérieux problèmes avec le Mali. Vous allez prendre en compte que j'ai cité l'UA, que j'ai cité Amnesty International, ok? Avant de citer RFI, j'ai juste utilisé RFI sur la question du démenti. C'est tout. Mais vous n'avez pas compris, monsieur. Je me suis gardé de citer RFI parmi mes sources. J'ai cité Amnesty, j'ai cité l'Union africaine et les Nations Unies. Oui, quand vous parlez de l'Union africaine, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est en fait un club d'amis. L'Union africaine, ça ne représente même pas les peuples africains. La preuve, c'est qu'ils s'alignent même sur les décisions. Dernièrement, on a pris des sanctions contre le Mali, des sanctions illégales, il faut le dire, et tout le monde le sait. On a vu l'Union africaine s'aligner, c'est comme si elle recevait des ordres de quelque part. Enfin, ça, je peux vous le concéder. Parlons des djihadistes, en fait, des opérations qui se mènent. Non, revenons sur... Attendez, non, je refuse. Je ne vous demande pas de concession. On est en démocratie, mais aucune question ne me concerne. Et je vous rappelle que nous sommes en entretien depuis peut-être presque 3 quarts d'heure. Le Niger, on l'a évacué en 7 minutes. Et on est sur le Mali. Vous faites le plaidoyer de la junte malienne. Et moi, je vous plaidoyer, j'étais en train de vous donner quelques éléments d'appréciation. Vos auditeurs seront juges. Vos auditeurs seront juges. OK. Vos auditeurs seront juges. Naturellement, donc, oui. Voilà. Pour moi, vous faites le plaidoyer des orientations de Assimi Goïta. Et moi, je vous dis, il est dans un environnement. Il est dans un environnement où les bases de fonctionnement ont été installées par le Mali, entre autres, notamment la CEDEAO dont vous parlez des sanctions. Vous avez oublié ou vous ne le savez pas. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Il a fait jouer les règles de la CEDEAO. Avant que M. Assimi Goïta ne fasse un coup d'État contre le peuple malien, ben c'est au Niger qu'en 1996, il y a eu un coup d'État contre le peuple nigérien. Il a fait un coup d'État contre le peuple, vous avez dit. Bien sûr. Ah ben oui, j'assume. Lorsque des militaires font irruption sur la scène, c'est toujours contre le peuple, puisqu'ils dégagent des régimes qui ont été mis en place par... Non, mais ils sont arrivés après des manifestations, pendant les mois de manifestations qu'il y avait eu. Vous permettez que je termine? Je vous le permets, monsieur. Voilà. Donc, le régime, le gouvernement démocratique malien, après l'installation d'un régime issu d'un coup d'État au Niger, par 2 fois, il a montré la puissance de la démocratie face à un régime issu des putsch. Le Niger s'est présenté à une réunion de la CEDEAO. Monsieur Konaré, démocratiquement élu, a demandé que la délégation du Niger soit vidée de la salle. C'est les règles. La délégation du Niger a été évacuée de la salle. Sommet de l'EIA, M. Konaré a dit qu'il n'entre pas dans la salle
si la délégation du Niger restait dans la salle. La délégation du Niger a été priée de partir. Ce sont des règles, les règles du fonctionnement démocratique mises en place avec le Mali. Vous convenez avec moi que dans l'Union, oui, Monsieur Gali, permettez, c'est un jeu de questions-réponses, Monsieur Gali. C'est un jeu de questions-réponses. C'est un jeu de questions-réponses, malheureusement. Monsieur Gali, je disais ceci. Élu et que l'OUA, c'est le syndicat des chefs d'État. Bon, que la CEDEAO, c'est le syndicat des chefs d'État. OK. Et que les mesures sont illégales. Mais parce que dans l'Union africaine, la Cour de justice, ou l'OUA, il y a bien des présidents qui ont fait des coups d'État, mais qui sont encore présents, qui prennent part à ces assemblées, à ces réunions. On peut vous les citer, ça vous le savez, non? Il y a bien des chefs d'État issus de coups d'État qui se retrouvent dans ces assemblées-là. Attendez, le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO, M. Assimi Goïta était invité. Donc, il pouvait assister. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas là la question. La question, c'est... Alors, on va revenir donc sur l'origine du djihadisme en Afrique. Et puis, comprendre un peu comment il s'opère, parce que c'est important pour nos téléspectateurs. Sur l'origine du djihadisme, pour ce qui concerne la situation actuelle que nous vivons, quand je dis nous, c'est aussi bien le Niger que le Mali, que le Tchad, que le Nigeria, que le Burkina Faso, en ligne directe. Et en ligne indirecte, la Côte d'Ivoire et le Bénin. L'origine, elle est très simple. Au Nigeria, un petit groupe presque insignifiant dans la région du lac Tchad, dans la ville de Maidougouri, a commencé à exercer de la violence. L'armée nigériane arrivait à le contenir jusqu'à elle a réussi à attraper et à exécuter son chef. Au niveau du Mali, ce sont les débris du GIA algérien qui, sous la pression et les coups de boutoir de l'armée nationale de libération, se sont réfugiés dans le désert malien. Qu'est-ce qui a permis le développement de ce djihadisme? De manière claire, précise, c'est la France. En 2012, la France mobilise sa puissance militaire, la puissance militaire d'un certain nombre de pays européens, s'octroie un mandat des Nations Unies et elle vient attaquer et détruire le régime de Muammar Kadhafi. En détruisant le régime de Kadhafi, l'effet collatéral immédiat, c'est la disponibilité de toutes sortes d'armes. Et les différents groupes djihadistes sont partis se servir. Voilà ce qui a renforcé le djihadisme. Il existait, mais il a été renforcé parce qu'il a eu à sa disposition des armes. Et de l'autre côté, avec la déroute des Américains en Afghanistan, les cadres afghans, ils sont venus prêter main forte à ces différents groupes sur la manière de s'organiser, sur la manière de combattre, sur la manière d'utiliser les armes. Voilà ce qui a permis à Boko Haram de pouvoir s'étendre sur l'ensemble du bassin tchadien, donc inquiéter le Niger, le Tchad et le Cameroun, en plus du Nigeria. Voilà ce qui a permis à AQMI et aux différents groupes qui par la suite se sont constitués selon les guerres d'influence entre l'État islamique et AQMI, de prendre de l'ampleur dans le nord malien jusqu'à pouvoir occuper
Tombouctou, Gao et édicter leurs lois pendant un certain nombre d'années. Alors, voilà une des responsabilités de la France qu'il ne faut pas cacher. Monsieur Ghali, que pensez-vous de ceux qui disent qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés? Il faut être naïf pour croire que la France vient comme ça, par pitié, faire mourir 53 de ses fils pour nous, le Sahel. Ce n'est pas comme ça. Vous avez oublié le Bataclan. Vous avez oublié Charlie Hebdo. Vous avez oublié ou vous ne voyez pas que les jeunes Africains qui déferlent par la Méditerranée, ce que ça pose comme problème dans toute l'Europe et en France. Et parmi eux, combien pourraient être infiltrés par les réseaux djihadistes? Donc, si la France intervient à côté de nous, c'est qu'il faut qu'elle se défende aussi contre cette nébuleuse. Voilà un des aspects que beaucoup d'analystes ne voient pas. Donc, on est sur l'origine. Donc, à partir du moment où ils pouvaient s'armer, ils pouvaient être encadrés par les anciens d'Afghanistan, ils ont commencé à faire des dégâts dans le cadre d'une stratégie qu'on appelle la guerre asymétrique. Je dois attirer votre attention et l'attention de vos lecteurs sur un aspect. Lorsque Kadhafi a été tué, il y a un important cortège qui a rejoint le Nord Mali avec des combattants qui étaient à la solde de Kadhafi et ils sont venus avec leurs armes. Ils ont été accueillis par ATT. Ces combattants-là, d'origine touareg, ont réveillé une vieille revendication irrédentiste. On ne sait plus si c'est l'autonomie qu'ils veulent ou si c'est l'indépendance qu'ils veulent. Donc, on ne sait pas si leur revendication, c'est l'indépendance ou l'autonomie dans le cadre du Mali. Et pour le cas du Mali, une frange de ces combattants s'est alliée avec ces débris du GIA algérien qui se revendiquent de l'islamisme et ensemble, ils se sont mis à faire deux sortes de trafic. Un, le trafic de drogue pour convoyer la drogue vers le nord de l'Afrique, peut-être l'Algérie ou le Maroc. Et le deuxième trafic, c'est la prise des otages. Il faut qu'on garde en mémoire le nombre d'otages qu'ils ont pris et par rapport auxquels ils demandaient beaucoup d'argent. Les pays payaient. Il n'y a pas que la France, il y a l'Allemagne, il y a tout le monde paye et leur intermédiaire préféré, c'était l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, avec ça, ils se sont renforcés et ils sont mis à attaquer nos armées dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous vous fondez dans la population et après, vous venez vous attaquer directement les armées. Avec les différentes offensives, avec la montée en puissance des différentes armées, maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils s'attaquent directement aux populations. Directement. Ils refusent le combat. Ils s'attaquent aux populations et ils font des pièges avec des engins explosifs improvisés. Vous marchez tranquillement sur une route et vous sautez. Ou alors, ils arrêtent les pauvres camionneurs, ils tuent tous les passagers. Voilà la situation actuelle.
Ben, on nous parlerait qu'il y aurait des Colombiens dans ces groupes-là. Non, des Colombiens combattants, non. Mais les Colombiens ont soumis l'État de la Guinée-Bissau. Vous avez vu, la dernière tentative d'assassinat du président, c'était les réseaux de drogue. Et à partir de la Guinée-Bissau, la drogue remonte par le Sahel pour aller au nord. Donc, c'est extrêmement dangereux, y compris pour la stabilité des États. Alors, il faut comprendre ceci. Si dans le nord Mali, il y a des groupes qui se revendiquent de l'islam pour dire qu'ils vont installer un État islamique, qu'ils vont installer la charia, etc., etc. Ce n'est pas le cas dans les groupes qui sont en train de harceler et de tuer les populations au Burkina Faso et dans l'ouest du Niger. Ce n'est pas le cas. Là, on a un autre problème qui crée une autre situation. Le groupe qui est dirigé par, je veux pas, par le responsable d'une ethnie donnée, quand il vient s'attaquer, par exemple, aux Dogons, la population, elle voit que telle ethnie l'a attaqué. Et quand elle fait des représailles, elle fait ses représailles sur les membres de cette ethnie. Elle, ce n'est pas son problème de savoir que les gens de cette ethnie-là se revendiquent de l'islam ou pas. Donc, ça vient mettre en danger le vivre ensemble. C'est tout ça qu'il faut qu'on sauve dans le cadre des activités qui sont faites au Sahel. Maintenant, nous, au Niger, on a une spécificité. C'est que aucun de ces groupes n'est composé ou dirigé par des Nigériens qui revendiqueraient ou d'avoir été martyrisés, ou d'avoir été marginalisés, ou d'avoir été dépouillés. Il n'y en a pas. Donc, vous savez qu'il y a eu un débat où certains disent qu'il faut faire un débat avec les djihadistes. Nous, on dit, mais avec qui voulez-vous qu'on fasse un débat? Chekau, il est nigérian. Drukle, c'est un Algérien. Les autres, ils sont maliens. Il n'y a pas de Nigériens. Donc, c'est toute cette situation qu'il faut regarder prudemment pour ne pas compromettre le vivre ensemble qui nous est cher. Et moi, je voudrais dire avant de conclure, moi, je suis Nigérien. Je n'ai aucun intérêt différent d'un Malien. Ça fait des siècles que nous vivons ensemble. Et chaque fois qu'un Malien est touché, les Nigériens se sentent concernés. Donc, et nous vivons en bonne harmonie, même maintenant, et entre Maliens et Nigériens. Et nous parlons la même langue. Ils sont Sonroy, Maïga. Alors, Monsieur Gali, on va donc conclure par cette question. Est-ce qu'il n'est pas possible, par exemple, d'organiser une conférence sous-régionale en intégrant, bien entendu, tous ces groupes-là pour comprendre exactement quelles sont leurs revendications et quitte à trouver des solutions à la manière africaine, pourquoi pas? Bon, moi, je vous dis, faire une conférence sous-régionale, moi, je me vois mal parler avec un Algérien. Hein. Je n'ai rien à voir avec lui quand il prend des armes pour tuer les gens de mon pays. Oui, mais pour les raisons de paix dans la sous-région, est-ce qu'on ne peut pas se faire violence, par exemple, à ce niveau-là? Les Maliens qui sont liés à eux, on peut parler. Et si vous vous souvenez, celui qui se battait pour demander qu'on désarme Kidal, c'était le président Issoufou du Niger. Parce que tant que Kidal reste armé, sachant la possibilité toujours de faire alliance avec Iyad Agali, vous voyez, et pourtant il les a reçus pour pouvoir discuter. Donc, ce n'est pas impossible, mais vous ne pouvez pas
bon, Drucker, il est mort. Vous ne pouvez pas discuter avec les débris du GIA algérien. Qu'ils rentrent chez eux. Et s'ils ont des revendications, qu'ils aillent le faire là-bas en Algérie. Ici, ils n'ont rien à revendiquer. Je vais vous dire une chose. Lorsque ces gens-là sont venus investir Tombouctou, un des responsables de Tombouctou a dit, lui, il y a une chose qu'il ne comprend pas. Tombouctou, c'est la seule ville malienne qui a été créée sur la base de l'islam. Alors, lorsque des gens viennent leur dire qu'ils vont leur apprendre l'islam, ils ne comprennent pas. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire un débat sur cette base. Comment est-ce qu'on peut apprendre l'islam à Tombouctou, la ville de Ahmed Baba, qui est parti apprendre l'islam aux Marocains après l'invasion des Almoravides? Ah oui, on ne va pas nier ces acquis-là. Donc, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent apprendre l'islam aux Algériens et qu'ils laissent les Nigériens, les Maliens apprendre l'islam aux Nigériens et aux Maliens. On va rentrer dans le Ramadan et vous allez voir que les Nigériens et les Maliens vont continuer à apprendre l'islam sans avoir référence à eux. Donc, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de paix. Et pour avancer dans les enjeux de paix, il faut concilier l'action militaire à l'action de négociation. Donc, ceux dont les ressortissants sont armés, mais qu'ils négocient avec eux. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, je ne condamnerai pas Assimi Goïta s'il va négocier, et de toutes les façons, il négocie. Quand il va lui-même négocier pour qu'on libère un village, il a déjà commencé la négociation. Hein. Quand la négociation se fait pour libérer Cissé, c'est déjà une négociation. Donc, à eux de continuer. Pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais l'enjeu, c'est unir les forces démocratiques pour avancer vers la paix durable. Beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est ou la faiblesse de la démocratie, je ne le nie pas. Je ne nie pas que Ibeka était impuissant. Je ne nie pas que Christian Kaboré était impuissant. Mais il était impuissant avec les mêmes armées. Donc, il y a une réflexion à faire sur l'ensemble. Voilà ce que je dis et on va le faire dans la fraternité. Nous et les Maliens et les Burkinabés et les Nigérians, nous sommes les mêmes. Nos ennemis, c'est les djihadistes. Et nous sommes les mêmes que la population française qui, elle aussi, subit le djihadisme. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ghali, d'avoir été avec nous, mais surtout de vous être prêté à toutes nos questions que vous avez d'ailleurs, auxquelles vous avez répondu sans embâche. Grand merci. Mais nous reviendrons pour la prochaine fois, certainement, pour continuer à aborder la même question, parce qu'on n'a pas finalement fini. Il y a d'autres questions qu'on voudrait bien vous poser, parce qu'il y a beaucoup à savoir sur cette question de la sécurité au Sahel. À vous aussi, chers téléspectateurs. Merci à vos auditeurs. C'est moi. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir donc suivis et merci d'avoir choisi Télér TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.